Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la Marche du siècle, réalisée en collaboration avec les rédactions de Paris Match et de France Info. Nous sommes tous des enfants, ou alors des héritiers, de mai 1968, parce que la forte contestation de l'ordre établi à cette époque a réellement et en profondeur changé une partie de nos vies. Dans le monde d'ailleurs, ce fut une année assez mouvementée. Aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, au Japon, les étudiants ont bougé pour des raisons souvent différentes. En Europe, l'Allemagne fédérale, la Suède, la Belgique, la Pologne, où c'était encore plus difficile, ont été remués par des mouvements étudiants. En Espagne, en Italie et en France, la révolte a gagné aussi le monde ouvrier. Le mai 68 que nous allons essayer de faire revivre, en tout cas d'esquisser, à grands traits, mais aussi à coups de témoignages personnels, c'est d'abord celui de gens anonymes, ceux qui étaient à l'époque des étudiants, des ouvriers, qui étaient soit à petites mains dans les bureaux, soit qui étaient dans la rue, d'un côté ou de l'autre des barricades. Qu'ont-ils espéré, ces gens qui aujourd'hui ont acquis de la maturité? Qu'ont-ils fait et surtout qu'ont-ils vu? C'est ce que nos invités essaieront de replacer ce soir en témoignant de leur vie. C'est issu d'un appel qui a été lancé il y a plusieurs semaines et ils vous le raconteront en fonction de leur position, de leur place même dans les villes où ils étaient à cette époque. Je voudrais d'abord remercier au nom de notre équipe les très nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel que nous avons lancé il y a plusieurs semaines et surtout à ceux qui nous ont permis d'assembler ce que vous avez photographié ou ce que vous avez filmé dans la rue de ce fameux mois de mai 1968. Voici donc ce que vos yeux ont vu sur votre mai, raconté par Florence David et par Bruno Carrette. Je vous présente M. Xavier Louis. Vous, monsieur, vous étiez gaulliste. Que faites-vous aujourd'hui? J'ai créé une société de conseil en développement local, parce que je crois que pour lutter contre le chômage, le mieux c'est de créer des entreprises, donc ça fait 8 ans maintenant. Oui, vous êtes un élu local, c'est ça? Je suis aussi élu local. Vous êtes toujours gaulliste? Je suis toujours gaulliste, vous n'avez jamais changé? J'allais dire, je crois que c'est très utile aujourd'hui. Je suis élu à Sarlat, effectivement, je suis maire adjoint depuis 1989. Que faisiez-vous en mai 68? Quel a été votre premier acte et votre première détermination? La première détermination, c'était effectivement J'étais élu à l'UNEF, majoritaire, puisque j'avais été élu au début de l'année 1968, d'ailleurs contre une liste qui était dirigée par Philippe Jaffray, qui est aujourd'hui président d'ELF. Vous voyez que les choses ont changé depuis. Nous étions un ensemble avec des gens d'extrême droite, des centristes, donc c'était déjà une coalition qui s'opposait à l'UNEF menée par notamment le PSU, c'est-à-dire la gauche en fait. Il y avait déjà une alliance avec l'extrême droite, mais dites donc. Hein. C'est vrai que M. Tixier-Vinoncourt avait appelé à voter François Mitterrand, M. Pollack, vous le savez effectivement. Oui, enfin ça ne vous gênait pas l'extrême droite déjà à cette époque-là, quoi. Alors, quel a été votre premier acte, monsieur? Si vous voulez, moi j'étais gaulliste, donc ce qui m'intéressait c'était de faire la révolution avec De Gaulle, parce que finalement, De Gaulle depuis 1958 avait fait plein de choses extraordinaires. La décolonisation, la Ve République, la construction européenne avec l'Union franco-allemande. Donc je trouvais que finalement, c'était beaucoup mieux de faire la révolution avec De Gaulle qu'avec Fidel Castro ou le Che Guevara. Donc c'est pour ça que j'étais gaulliste et que je considérais que ce qui était important c'était de marcher avec De Gaulle. Et vous avez fait le coup de main quelque part, vous avez monté des contre-manifestations. Quel a été le premier acte concret, physique, engagé? J'étais très menacé, puisqu'on était menacé, à la fois j'étais menacé par l'extrême droite, figurez-vous, c'est comme ça, mais j'étais aussi menacé par les gauchistes, puisque étant gaulliste, étant élu à Sciences Po, j'étais en quelque sorte interdit de séjour de l'autre côté du boulevard Saint-Michel, et dans la rue Saint-Guillaume, on nous attendait avec un service d'ordre. Donc je n'ai pas fait personnellement le coup de poing, puisque je crois qu'on peut faire changer les choses sans la violence, donc je l'ai prouvé. On vous retrouvera un peu plus tard, notamment dans la manifestation des gaullistes le 30 mai sur les Champs-Élysées. Michel Pollack, aujourd'hui, vous... J'étais en hélicoptère. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Vous savez, ça montre à quel point nous étions quand même peu conscients de ce qui se préparait. Non, j'avais réuni un ou deux journalistes pour faire une petite conférence sur la circulation dans Paris, qui était mon sauf votre respect, c'est ce qui s'appelle avoir vraiment du nez, sauf votre respect. Oui. Alors, c'est pendant que j'étais là-haut que j'ai demandé à un moment au pilote d'aller faire un petit tour au-dessus de la Sorbonne, parce que quand même on avait quelques soucis de ce côté-là. Ça remuait très fort en bas, mais comme je n'avais pas la radio, j'ai ignoré ce qui se passait. Je ne l'ai su qu'une fois descendu. Et effectivement, pendant que j'étais là-haut, mon directeur de cabinet avait dû obéir à une réquisition du recteur Roche qui demandait qu'on évacue les jeunes gens qui étaient rentrés indûment dans la Sorbonne, ce que j'ai fait. Ce que vous avez... Et puis effectivement, il y avait les manifestations qui étaient un peu une espèce d'habitude.
Il n'y avait pas de violence entre nous. Je veux dire, il y avait des violences dans les propos, que ce soit à Sciences Po, vous parliez de la Sorbonne, on avait des discussions très violentes, je me souviens autour de la péniche à Sciences Po, mais je crois qu'on a été tous animés d'avoir une même conviction, on n'avait pas les mêmes, mais on avait chacun une conviction que non, qu'on se respectait. Je crois que c'est une chose importante. Mais il y avait la volonté d'une même générosité. C'est vrai que tous les documents témoignent qu'il y avait à la fois de la détermination, une assez grande gaieté dont il va falloir parler, parce qu'elle a des racines, elle n'est pas venue comme ça par hasard, mais soyons aussi francs, qui étaient ces gens-là pour vous? Qui était M. Sauvageau pour vous à l'époque quand vous étiez étudiant? Sauvageau, en fait... C'était le diable, non? Non, c'était en fait, il faut raconter très rapidement le début de 68. C'est en fait une manifestation, c'est un affrontement entre l'UNEF dont j'ai parlé, qui avait perdu la majorité. Vous aviez perdu la majorité, vous le saviez, pour un certain nombre de raisons, et notamment la MNEF, c'est-à-dire la mutuelle des étudiants, vous souhaitiez garder manu militari cette majorité. Face à l'extrême droite qui est venue, car nous, les modérés, nous nous étions retirés, l'extrême droite est venue à la Sorbonne, vous les avez mal accueillis, vous avez voulu vous retrouver à Nanterre, la police a bloqué Nanterre, vous vous êtes retrouvés boulevard Saint-Michel, la police a chargé, il y a eu un certain nombre d'étudiants emprisonnés, et à ce moment-là, le lendemain, ça a été un soulèvement de l'ensemble des étudiants, mais pour nous, nous étions adversaires syndicaux, simplement. Durant ce mois de mai 68, les gens se sont quand même énormément passionnés. Vous nous avez dit dans la préparation de l'émission que pour vous, s'il avait fallu, vous seriez allé jusqu'à l'extrémité, c'est-à-dire vous battre et voire tuer. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-à-dire, non, on l'a mal compris. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, c'était dit dans le film. Je l'ai mal lu, alors. On était prêts à se sacrifier. C'est-à-dire que eux avaient un certain courage pour aller sur les barricades. Ils prenaient des risques. C'est clair. Nous-mêmes, nous étions en fait, je parle de la période insurrectionnelle, c'est-à-dire entre le 24 et le 30 mai, le moment où on annonçait que l'Élysée allait se trouver attaqué. Nous, gaullistes, nous allions défendre le général de Gaulle jusqu'au bout, et jusqu'à notre vie s'il le fallait. La veille du 30 mai, quand on s'est réunis le 29, on pensait qu'on allait au sacrifice. Moi, je vais vous le dire. On ne savait pas où était passé le général. On pensait qu'on allait être très peu nombreux sur les Champs-Élysées. Des gens qui étaient désarmés, il n'y en a pas un qui a tiré, enfin. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Attendez, Monsieur Pollack, vous étiez étudiant, Monsieur Pollack, à l'époque? Alors, vous étiez étudiant, Monsieur Pollack? Je sais ce qui se passait à Sancier. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Les mouvements étaient armés. Je voudrais vous parler de révolution avec De Gaulle et tout. Écoutez, excusez-moi, mais là, je ne comprends pas. Qu'on soit gaulliste en 40, je comprends. Qu'on le soit encore en 45, je comprends. Mais qu'à 20 ans, en 68, on soit gaulliste, là, expliquez-moi. Mais je vais vous dire, vous êtes pour la générosité. Vous êtes pour la générosité. Elle est où la révolution? Je vais vous l'expliquer, c'est très intéressant votre question. Je pense à quelqu'un qui met ses pieds dans les chaussons. Bon, Madame Marquis, vous avez posé votre question, on lui laisse répondre. On peut être encore aujourd'hui. Oui. Ah, mais Alors, en 1968, qui a fait la décolonisation en 1968, qui a mis en place des institutions solides, qui est en train de mettre en place la participation, c'est-à-dire en fait mettre en avant l'homme, faire tout pour l'homme, partager les fruits de l'expansion, car être généreux. Les jeunes, on voulait de la générosité et on veut encore de la générosité aujourd'hui. Mais pour être généreux, il faut avoir quelque chose à donner. Il ne suffit pas de prendre aux autres. Je veux vous poser quelques questions parce que l'intérêt, c'est de savoir les vraies motivations, ce qui s'est vraiment passé, moins du point de vue des faits qui sont maintenant à peu près clarifiés que de vos raisons intérieures qui, elles, ne peuvent appartenir qu'à vous. Et puis ensuite, nous verrons ce qu'il en est advenu avec les ouvriers et enfin nous verrons ce que ça vaut à l'usage d'aujourd'hui éventuellement. Alors pourquoi, madame, pourquoi vous êtes rentrée dans ce mouvement? Quelles étaient les raisons profondes? Qu'est-ce qui ne vous allait pas? Qu'est-ce que vous vouliez changer? On parle de consommation. Bon, moi je veux bien. C'est vrai qu'à l'époque, les gens consommaient sans doute plus qu'avant et en plus, ils avaient beaucoup travaillé quand même depuis 1945 pour relever la France et ils avaient envie d'en profiter un peu. Mais quand même, j'ai le souvenir que tout le monde n'était pas d'abord dans la consommation, que les gens ayant beaucoup travaillé voulaient réclamer de vivre mieux. Et en effet, il y a eu beaucoup d'autres grèves avant, c'est pas venu comme ça, 68. On avait un sentiment d'injustice sociale assez prononcé et qui s'est concrétisé de manière très simple pour certains, comme ceux de Nanterre qui ont vu les bidonvilles à côté. C'était pas une société très juste. Les gens étaient relativement entassés dans les appartements, c'était pas si formidable que ça. Et puis il y avait cette pesanteur dans l'état d'esprit. Il y avait beaucoup de choses à bouger. Je crois, si vous voulez, sur le fond, de façon générale, les gens en avaient marre de subir. Ah ouais? Ils se sont révoltés spontanément contre
une situation qu'ils subissaient. Si on veut comprendre quelque chose par rapport à quelque chose de récent, c'est un peu la même chose que la chute du mur de Berlin. Personne n'a préparé, personne n'a organisé, personne n'a dit qu'il fallait faire, et tout le monde a fait. C'était pas... Alors, vous dites les gens en avaient assez de subir, il faut dire dans plusieurs domaines. Subir sur le plan de la participation politique et sociale. Chacun avait plein de petites raisons. Dans l'entreprise, dans la famille. Hein, ça touchait tous ces domaines. Vous êtes d'accord avec ça? Chacun avait plein de petites raisons. Oui. Qui était la mixité dans les cités, qui était dans la métallurgie, parce qu'après allait devenir le mouvement des OS, les transformations qu'il y avait dans le domaine de la métallurgie. On ne parle pas des paysans qui ont commencé à ce moment-là à se révolter contre leur situation, des lycéens dont on ne parle pas non plus, mais qui ont commencé à se mobiliser assez massivement. Chacun dans son domaine avait un peu quelque chose. Il se trouve qu'à un moment, tout ça a convergé. Parce qu'il y avait ras-le-bol, il y en avait marre de tout. Il y en avait marre de 10 ans de bons services rendus par le général, il faut d'ailleurs observer insupportable. C'est un pouvoir qui s'est soufflé complètement. Bien sûr, le mouvement... Vous étiez d'accord avec l'extrême droite qui voulait abattre De On Gaulle? n'est pas du tout d'accord avec l'extrême droite. Le mouvement était globalement un mouvement, c'est toujours défini comme un mouvement anticapitaliste, et c'est défini comme un mouvement socialiste, mais comme un mouvement socialiste non bureaucratique. Alors, qui remettait en question aussi bien, effectivement, le capitalisme, qui est aujourd'hui le capitalisme libéral, que le socialisme tel qu'on le connaissait dans les pays de l'Europe de l'Est, et où il commençait à y avoir à se libérer. C'est ça ce qui formait le noyau. Je dis Oui, pas la masse mais des gens. attention, vous parlez là du mouvement étudiant. Moi, je parle du mouvement... On parle du mouvement ouvrier. C'était pas du tout pareil. Parce que, bon, bien sûr, tout ce que vous dites sur l'aspect politique, sur le gaullisme de l'époque, sur l'extrême gauche de l'époque, c'est certainement vrai. Mais nous, les ouvriers, quand on s'est mis en grève, c'était pas pour foutre en l'air De Gaulle ou mettre le PSU au pouvoir. C'était parce que depuis des mois, voire des années, pas de dialogue, malgré tout l'aspect positif que vous voulez nous faire apparaître sur la politique de Gaulle, pas de dialogue. Les dirigeants d'entreprise, dans notre entreprise, nous, représentants du personnel, puisque j'étais délégué du personnel, quand on disait « les salariés pensent que vous pourriez améliorer tel ou tel aspect », vous nous répondez « les salariés ne sont pas là pour penser, ils sont là pour fabriquer des camions ». Bon, il n'y avait pas de dialogue. Et le seul dialogue qu'on a eu en janvier 68, c'est 3000 CRS dans l'entreprise. On ne trouve pas déjà dans mai 68, dans son ébullition, dans ses moments de joie, de fête et de plaisir, aussi parce qu'il y a une grande fraternité partout, à certains moments, à certaines journées ou à certaines nuits. Est-ce qu'on ne trouve pas déjà aussi une façon pour la France de tourner le dos à tout ce qui est hiérarchique, notamment en termes politiques, qu'on voit si tristement aujourd'hui? Là, moi, je pense qu'il y a une part impossible, si vous voulez, de l'héritage de mai. Il y a une part qui est cette affirmation, d'une certaine façon, contre la pesanteur de l'État, cette société qui s'affirme, cette prise de parole, c'est-à-dire le fait que les affaires communes, ça nous concerne, et puis aussi un décloisonnement social. C'est très important, parce qu'il y a étudiants, ouvriers, jeunes, vieux, mais on se parle directement en tant qu'individu. Et ça, c'est ce qui, me semble-t-il, constitue, l'ère de mai, son aspect de fraternité. Par contre, à mon avis, un des problèmes qu'il nous lègue, et qui n'est pas facile à gérer, d'une certaine façon, c'est une critique radicale au sein de la commune étudiante de toute forme de hiérarchie, toute forme de pouvoir. On peut comprendre à l'époque, il faut bien comprendre qu'à l'époque, à quel type de hiérarchie se heurte ce mouvement. Hein, là, on le comprend. Et la transgression a un sens et est assumée comme telle. C'est-à-dire qu'on reçoit ceux qui transgressent reçoivent des coups et ne vont pas dire mais c'est injuste, il m'a frappé, on sait qu'on risque. Bon. Donc on est dans une situation où les pouvoirs sont forts. La question qu'il faut se poser, c'est que devient aujourd'hui cette critique radicale de la hiérarchie et des pouvoirs dans une situation radicalement différente où l'État et la puissance publique connaissent un certain nombre de difficultés, où les repères symboliques de l'autorité ont été mis à mal. En ce sens-là, on hérite de quelque chose qui est en partie impossible. Nous parlerons aussi tout à l'heure, il faut vraiment le souligner, toute la modification de la société qui est issue de mai 68, à partir de 69, petit à petit, on s'y hasarde, on essaie de faire évoluer les choses, et au jour d'aujourd'hui encore, on en voit les traces. Je voudrais vous demander une sorte de petite parenthèse, parce que Paris est une chose, je vais y revenir avec M. Grimaud.